Bonjour à tous, suite donc de la conférence sur Jules Verne. Bon, problème technique, ça s'est arrêté avant la fin. Bon, donc j'étais en train de montrer que chez Jules Verne, il y a ce principe de Fourier qui est que on s'en va et on construit ailleurs un monde meilleur. Que l'Allemand construit un monde circulaire et industriel dans lequel la liberté de circulation sociale existe, il y a une promotion sociale qui est possible, à défaut d'une liberté de circulation, puisque tout fonctionne par murailles circulaires successives. En revanche, la ville du Français, Franceville, la ville allemande s'appelle la Cité de l'Acier, la ville du Français s'appelle Franceville, c'est une cité-jardin de maisons individuelles, est faite de petites maisons construites sur les bases de l'hygiène, mais avec des critères extrêmement contraignants. Les cuisines, par exemple, sont à l'étage. Parce que si vous mettez la cuisine au rez-de-chaussée, les fumées montent dans les chambres du dessus. Donc les cuisines sont à l'étage, un élévateur mu par une force mécanique qui sera, comme la lumière artificielle et l'eau, mise à prix réduit à la disposition des habitants, permettra aisément le transport de tous les fardeaux à cet étage. Le plan des appartements est laissé à la fantaisie individuelle, mais deux dangereux éléments de maladie véritable, ni de miasmes et laboratoires de poison en sont interdits, les tapis et les papiers peints. Alors on mettra des parquets, on aura des murs revêtus de briques, vernis. Bon, on aura un certain nombre de distinctions, de décorations. Chaque chambre à coucher est distincte du cabinet de toilette. On ne saurait trop recommander de faire de cette pièce où se passe un tiers de la vie la plus vaste, la plus aérée et en même temps la plus simple. Elle ne doit servir qu'au sommeil. 4 chaises, un lit en fer, munis d'un sommier à jour et d'un matelas de laine, fréquemment battus, sont les seuls meubles nécessaires. Les édredons, couvre-pieds et autres alliés puissants des maladies épidémiques en sont naturellement exclus. Chaque pièce a sa cheminée chauffée, selon les goûts, au feu de bois ou de houille, mais à toute cheminée correspond une bouche d'appel d'air extérieur. Bon, donc nous avons, ça continue sur la description des deux villes fait une dizaine de pages, et nous avons aussi des bâtiments publics, des tribunaux, des hôpitaux, évidemment des écoles. Donc nous avons deux villes qui se construisent dans un no man's land, reliées plus ou moins au reste du monde, et qui fonctionnent sur un principe d'organisation tout à fait différent. Tout à fait différent, et qui, au bout du compte, sont deux aspects du monde moderne. La cité de culture individuelle, jardin, familiale, et la cité de travail industrielle, de production de l'acier, et qui en l'occurrence sert au reste du monde puisqu'elle fabrique des armes. Et c'est cette fabrication d'armes qui amènera sa fin, puisque, comme je le disais dans la précédente vidéo, Herr Schulz se fait exploser en fabriquant un obus réfrigérant. Et sa société privée de tête, puisque Herr Schulz disparaît, l'ensemble va disparaître, puisque les financiers vont se retirer des commandes, l'argent ne circulera plus dans cette ville, elle va s'effondrer. Et Jules Verne conclut en disant que c'est du croisement des deux villes qu'on arrivera, dans ce croisement qu'on arrivera à fabriquer quelque chose de viable. Le mélange d'une société organisée vers la distraction et la culture avec une société de travail, les deux étant organisés géographiquement, dans l'urbanisme, on dirait plus exactement, différemment, mais pour un fonctionnement qui permettrait l'union de ce 19e siècle machiniste, scientifique, industriel, avec le droit finalement nouveau du 19e siècle, le droit à la propriété individuelle, le droit à l'hygiène, le droit à la sécurité, le droit au bonheur, pourrait-on dire. Donc nous avons avec Jules Verne la création d'une cité de type Fourier, et nous verrons que celle de Zola fonctionnera très très différemment.
Je repartirai de cette description des deux villes chez Jules Verne dans ma vidéo sur Zola et l'utopie. Parce que chez Jules Verne, cette construction de cité est un peu unique, dans la mesure où le discours politique et utopique passe par ailleurs. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le discours politique et utopique passe par une figure très particulière qui est celle du naufrage. Et c'est aussi très intéressant philosophiquement. En effet, Jules Verne écrit des récits de voyage et a un modèle parmi d'autres, mais un modèle quand même très présent comme nous l'avons vu, qui est Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est donc un individu qui fait naufrage et qui réorganise son île à son profit. Et cette idée va beaucoup plaire à Jules Verne, qui va faire de cette figure du naufrage un élément très central de son œuvre. Beaucoup de romans présenteront des naufrages. Alors, entendons-nous bien, il faut faire une distinction ici entre deux champs. Le champ du récit, il y a une histoire avec des épisodes, des événements, et le champ de la philosophie politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le naufrage, il se lie dans ces deux directions-là. Il se lie comme étant un épisode parmi d'autres d'une aventure qui arrive au personnage, et il se lie aussi, comme je le disais, dans cette optique utopique de philosophie politique. Alors, dans le premier champ, Jules Verne fait des récits de voyage. Qu'est-ce qui peut arriver quand on voyage? Ben, ça dépend comment on voyage. Qu'est-ce qui peut arriver à un train? Qu'est-ce qui peut arriver à un train? Le train, il peut dérailler. C'est ce qui se passe dans Claudius Montbarnac. C'est ce qui se passe dans le Tour du monde en 80 jours. Le train, il peut avoir des animaux sur la voie. C'est ce qui se passe dans Claudius Montbarnac. On est dans les plaines de Chine. C'est des animaux que l'on trouve là-bas. Dans le Tour du monde en 80 jours, c'est les plaines d'Amérique, c'est des bisons. C'est ce qui se passe dans Michel Strogoff. Le pont peut tomber. Ben, c'est ce qui se passe dans tous les romans ferroviaires de Jules Verne. Le pont s'effondre. Un wagon peut se détacher. C'est ce qui se passe dans tous les romans. Le train peut être attaqué. C'est par des Tartares dans Claudius Montbarnac, c'est par des Indiens dans le Tour du monde en 80 jours. Vous voyez, quand vous avez un train, ce qui peut arriver à un train, c'est un nombre limité d'aventures. Quand vous avez un ballon, une montgolfière, il peut être pris dans un orage, elle peut être prise dans un orage, elle peut être détournée par un fou, elle peut manquer de gaz, elle peut s'accrocher à un arbre. Quoi d'autre? Un passager peut tomber par-dessus bord. Quoi d'autre? Il n'y a pas 36 événements différents qui peuvent arriver dans un récit de voyage. Et donc, chez Jules Verne, le naufrage est très récurrent parce que c'est ce qui peut arriver à un bateau ou à un ballon éventuellement. Ce qui m'amène d'ailleurs une petite remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure dans la vidéo précédente, c'est qu'il y a quand même des lignes de force de l'imaginaire chez tous les auteurs, et chez Jules Verne, les deux lignes de force de l'imaginaire, ça reste quand même la mer et l'eau. Pardon, la mer et l'eau d'un côté, et les airs et l'aérien de l'autre. Pour le montrer, il suffit de regarder l'alternance des œuvres. En 1851, Jules Verne écrit ses deux premières nouvelles. La première, c'est un drame dans les airs. C'est un fou qui détourne une montgolfière. Et le deuxième, c'est les premiers pas de la marine mexicaine, qui sera publié, pour faire le parallèle, sous le titre « Un drame dans les mers ». Première nouvelle, l'aérien. Deuxième nouvelle,
le maritime. 10 ans plus tard, il écrit ses premiers romans. Le premier, c'est 5 semaines en ballon, l'aérien. Le deuxième, c'est les aventures du capitaine Hatteras, l'exploration du pôle Nord en bateau. Première nouvelle, l'aérien. Deuxième nouvelle, le maritime. Premier roman, l'aérien. Deuxième roman, maritime. Et quand je fais un bond, à la fin, 1905, ces derniers romans, je disais tout à l'heure que quand il publie un roman, il en a déjà fini un. Donc, quand en 1905, il publie Maître de l'univers, c'est la suite de Robur le Conquérant avec son hélicoptère. C'est l'aérien. Mais il a déjà écrit son dernier roman qui est L'Invasion de la mer, qui est le dernier roman qui sera publié et qu'il aura écrit. Les autres romans, je parlais tout à l'heure de la mission Barzac, l'étrange aventure de la mission Barzac. On a aussi l'agence Thomson et compagnie. C'est plutôt des romans qui ont été écrits par son fils. C'est pas rare que les enfants continuent l'œuvre de leur père. Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils, même si Alexandre Dumas fils a plutôt fait des pièces de théâtre. Paul Féval père, Paul Féval fils. Nous avons Jules Verne et son fils Michel Verne a écrit quelques romans dans la continuité de son père qu'il a signé sous le nom de son père. Dans le domaine cinématographique avec Kurt Jürgen, un des grands acteurs des années 60 américains, enfin allemand d'abord, et puis qui aura une carrière hollywoodienne. Il y a Michel Strogoff, ça c'est tiré de Jules Verne, et il y a une suite qui est Le Triomphe de Michel Strogoff, qui est écrit par le fils de Jules Verne. Voilà. Donc, il y a une descendance. Première nouvelle, deuxième nouvelle, premier roman, deuxième roman, avant-dernier roman, dernier roman, l'air, l'eau, l'air, l'eau, l'air, l'eau. Voilà. Donc, il y a vraiment une accentuation dans une direction précise de l'imaginaire vernien vers ces deux domaines-là. Et ce n'est pas du tout curieux pour le 19e siècle, parce que le domaine aérien, c'est la grande conquête du 19e siècle. C'est la grande question, est-ce qu'on va pouvoir faire voler des choses de plus en plus lourdes? Est-ce qu'on se contente de ballons plus légers que l'air, qui flottent, ou est-ce qu'on va pouvoir faire voler des choses plus lourdes, ce qui deviendra l'aviation? Mais c'est la grande question, la maîtrise de l'air, c'est le rêve d'Icare dans la mythologie, c'est la réalité du 19e. Et puis l'eau, l'eau, c'est la machine à vapeur, c'est le bateau à vapeur, c'est la canonnière, c'est l'exploration du monde, c'est le progrès scientifique mis au service de la création d'instruments, des bateaux, de plus en plus perfectionnés et qui permettent de conquérir le monde. Le 19e siècle a été le siècle du bateau. Je vous rappelle que dans ce titre, les livres d'histoire, lorsqu'ils étudient la relation entre l'Europe, l'Occident, et la Chine, on a en 1842 un traité de Nankin qui crée les enclaves territoriales occidentales en Chine. Eh bien, on va appeler cela la politique de la canonnière. Quand l'empereur ou l'impératrice de Chine fait mine de protester un petit peu dans le dépeçage de son pays, on lui envoie des canonnières qui ont canons, qui ont tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il retourne dans sa cité interdite et ne se manifeste plus sur le plan politique. Donc la canonnière, oui, et le ballon, c'est les deux éléments forts de l'imaginaire du 19e siècle. Donc chez Jules Verne, il y a cette idée qu'on peut partir et fabriquer une ville ailleurs, mais que c'est quand même bien plus simple pour proposer une pensée philosophique, d'utiliser ce phénomène tout à fait habituel du récit de voyage, qui est le naufrage. Et le naufrage, il est très intéressant parce que quand vous êtes, comme Robinson, coincé sur votre île, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tenter la survie. Mais cette survie,
Elle va à la fois manifester votre pleine maîtrise de la nature, celle qui fait que vous êtes un homme ou une femme occidentale, mais elle va aussi devoir se poser la question toute simple, qui est celle de la forme que prendra votre survie, votre construction de société nouvelle. Donc le naufrage chez Jules Verne, il est intéressant de ce point de vue-là. Je n'ai jamais fait de biographie jusqu'à présent, mais je vous renvoie, si vous êtes intéressé par plus de détails, il y a deux ouvrages dont je suis l'auteur, qui sont chez l'Harmattan, Le naufrage dans l'œuvre de Jules Verne, et aux presses de l'UNESCO, L'Utopie chez Jules Verne, dans lequel je développe l'idée qui va suivre. Donc il y a chez Jules Verne ce phénomène très intéressant, qui est qu'à un moment donné, vous avez un ballon avec des individus dessus, vous avez un bateau avec des individus dessus, et ce bateau et ce ballon vont couler et faire en sorte que les individus qui étaient dessus se retrouvent isolés quelque part. Et le premier phénomène de ce naufrage, c'est le fait qu'on peut se demander pourquoi. Et ce qui fait que le bateau tombe, coule, que le ballon fait naufrage dans la mer ou sur terre, ce qui fait qu'il y a l'accident, c'est toujours les défauts de la société. C'est par exemple le fait qu'il y a un héritier sur le bateau et que cet héritier, il faut le faire disparaître. Donc on saborde le bateau pour faire disparaître l'héritier. C'est le fait qu'il y a un fou qui incendie le bateau. C'est le fait qu'il y a une guerre. Ça, c'est l'île mystérieuse. Il y a une guerre. Là, les États-Unis sont en guerre civile. Donc, on s'enfuit pendant une tempête avec un ballon. Et donc, évidemment, on s'écrasera sur une île mystérieuse. C'est le fait que la société est une société violente et destructrice. C'est le capitaine Nemo avec son sous-marin qui coule des bateaux. Et dans l'île mystérieuse, on apprendra pourquoi. Parce que sa famille a été décimée pendant une guerre. Et donc, pour se venger, il coule des bateaux. Une petite anecdote là-dessus amusante, c'est le fait que il est décrit dans 20 milieux sous les mers comme un pâle vieillard très posé, très blanc de peau. Et dans l'île mystérieuse, on a une volonté de Jules Verne de faire en sorte que ce vieillard soit en fait un Polonais, un prince polonais, dont la famille aurait été assassinée pendant la guerre d'invasion qu'a menée la Russie sur la Pologne. Les Français sont très, alors je ne sais pas si l'adjectif existe, polonophiles. Bon, ils aiment beaucoup la Pologne. À cause de Chopin, qui avait été élevé en Pologne, Chopin, grand pianiste, hein, à cause aussi d'auteurs qui s'étaient de ce fait intéressés, amis de Chopin qui s'étaient intéressés, comme Alfred de Musset par exemple, à la Pologne. Simplement, dit Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, vos livres se vendent très bien en Russie. Et donc, si vous accusez le jeune lecteur russe d'avoir assassiné la famille du capitaine Nemo, vous allez perdre des lecteurs. On ne peut pas accuser le père du jeune lecteur d'avoir assassiné la famille, les enfants, la femme du capitaine Nemo. Et donc Hetzel lui dit, pourquoi ne serait-ce pas plutôt un prince indien assassiné par les affreux colons britanniques? On est dans la rivalité coloniale franco-britannique. Elle s'exprimera à plein dans un roman qui s'appelle Les enfants du capitaine Grant, mais elle s'exprime aussi ailleurs. Et en l'occurrence ici, le capitaine Nemo devient un prince indien dont la famille a été exterminée par les Anglais. Et donc il se venge en coulant des bateaux. Nous avons donc une société qui est symbolisée par le bateau, qui est symbolisée par le ballon, et le bateau et le ballon quittent cette société et font naufrage à cause de la folie du monde. C'est l'avarice, c'est la vengeance, c'est le désir d'argent, c'est la guerre. Les défauts de l'humanité et de la société humaine provoquent directement le naufrage. Simplement, une fois que vous avez fait naufrage, que faire? Vous êtes sur une île.
Et là, Jules Verne décrit finalement deux modalités assez claires, qui sont les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Les sociétés fermées, c'est les sociétés qui contenaient déjà en elles-mêmes, comme disait Fourier, toutes les personnes utiles. Fourier, il dit, vous prenez 1500 personnes d'utilité, richesse et capacités diverses, et vous les mettez ensemble pour faire une société nouvelle. Et on a ça chez Jules Verne. On a ça essentiellement deux fois dans 20 lieues sous les mers et dans Robur le Conquérant. L'air, Robur le Conquérant qui a son hélicoptère, et 20 lieues sous les mers où le capitaine Nemo a son sous-marin. On a ça donc deux fois parce que tous les deux, Nemo et Robur, se sont fabriqués une société, une micro-société parfaite. Ou plus exactement, de personnes dont ils ont besoin. Des ingénieurs, des techniciens, des cuisiniers. C'est un monde choisi. On n'y entre pas comme on veut. On est déjà dans cette société bateau, hélicoptère, on est déjà des personnes choisies, fermées. On est un cercle fermé. On a un autre exemple de cela, c'est encore un troisième, c'est l'île à Hélice. Mais c'est un petit peu de comique, l'île à Hélice, parce que c'est une histoire dans laquelle les milliardaires, en ayant assez de vivre avec les pauvres, se font une île à eux, automotrice, artificielle, dans laquelle il n'y aura que des milliardaires. Et donc c'est une société aussi choisie, très choisie. Et donc cette société choisie, élitiste, quand elle fait naufrage, quand Robur, parce qu'il admet à son bord ses ennemis, après avoir coulé leur ballon, eh bien, ses ennemis s'échappent en s'abordant en hélicoptère. Et donc, l'hélicoptère s'effondre sur une île. Et de même, le capitaine Nemo, qui a accepté à son bord des personnes non choisies, en quelque sorte, à moitié choisies, qui sont choisies le professeur Aronnax, mais à demi choisi son serviteur, très très peu choisi le marin Ned Land, qui avait été juste là par hasard, qui était tombé du bateau en même temps qu'Aronnax et son serviteur. Eh bien, ces personnes qui sont avec lui et qui s'échappent finalement font que tout le monde apprend son existence. Et il se réfugiera dans une île, l'île mystérieuse, dans une grotte dans laquelle finalement il restera bloqué avec son sous-marin. Donc cette société choisie fermée, ces sociétés choisies et fermées, elles vont s'effondrer parce qu'un élément non choisi entre dedans et puis est rejeté ou s'en échappe. Et ces sociétés sont tellement fermées, tellement construites autour d'un homme providentiel qu'elles vont finir par péricliter. Nemo finira par être seul sur son sous-marin et le fera exploser. Et Robur, eh bien, Robur comprendra que son œuvre, celle qui consiste à prouver la faisabilité d'un appareil lourd qui pourrait voler, ce qu'on appelle à cette époque-là les plus lourds que l'air, par opposition aux plus légers que l'air, c'est-à-dire les ballons, Robur comprend qu'il est possesseur d'une science qui serait trop destructrice pour son époque. Et il réunit ses opposants, en quelque sorte. Il apparaît devant la population entière en disant « Je suis la science de demain, mais je dois rester caché. Je dois disparaître pour le bien de l'humanité. » La science, elle est destructrice, et donc elle devrait à certains moments repenser l'humain d'abord avant de penser science et transformation. Donc c'est une pensée philosophique assez austère vis-à-vis des sciences, hein, comme Zola aura une pensée très austère sur les sciences. Donc il y a les sociétés fermées chez Jules Verne. L'île à Hélice, ça finit comment, hein? Ça finit qu'il y a un gouvernail, l'un veut aller à droite, l'autre à gauche, et puis crac, clou, glou, glou, et crac. Voilà, l'île coule. La société fermée, elle est trop fermée sur elle-même pour pouvoir continuer à exister. De même, la cité de l'acier de Herr Schulz, qui fabrique que des armes, la cité industrielle, finalement, elle est trop centrée autour de son homme providentiel pour pouvoir continuer à exister après sa disparition. Et puis de l'autre côté, il y a les cités ouvertes. Sur le bateau, nous étions nombreux. Nous ne nous sommes pas choisis les uns les autres. Nous étions là.
Et donc, quand nous sommes sur l'île, eh bien, nous nous regardons et que savons-nous faire? Dans l'île mystérieuse, quand le ballon tombe, il y a un enfant, il y a un ancien serviteur noir, il y a un journaliste, il y a un marin, il y a un ingénieur. Voilà, nous sommes une société non choisie. Nous nous sommes échappés et nous sommes là tous les uns avec les autres. Qu'allons-nous faire? Eh bien, chacun va essayer d'apporter sa pierre dans une construction que l'on voudra meilleure. Et là, la pensée de Jules Verne devient très austère, très négative, parce que finalement, je vais faire un peu de politique là, et d'histoire de la politique. Dans ma question que je pose depuis le début, qui est de se dire comment les écrivains se sont demandé comment améliorer le 19e siècle, et en particulier comment restructurer une société, comment arrêter la violence révolutionnaire. Eh bien, il a bien fallu constater qu'il y a eu une solution qui a émergé au début du 19e siècle, c'est la solution napoléonienne. Napoléon se proclame empereur, crée une noblesse d'argent et militaire. Ses anciens maréchaux deviennent ducs, rois, comtes. Ces banquiers deviennent aussi anoblis. Il y a recréation d'une haute société, mais issue du peuple. Il y a des voies de délestage de la violence vers l'extérieur. Une armée de 500 000 hommes qui va aller à l'extérieur purger ses passions, si je peux dire. On a donc un homme providentiel qui réorganise. Ça, c'est ce qui s'est passé historiquement. Et les écrivains, comme par exemple Victor Hugo, dont le père était militaire, comme Alexandre Dumas, dont le père était général. Il a fait la campagne d'Égypte avec Napoléon, le père d'Alexandre Dumas. Finalement, les auteurs de romans feuilletons ont en arrière-plan quand même cette idée que c'est par l'intervention d'un homme providentiel que la société peut se recréer. On avait dit avec Chateaubriand que c'était avec la recréation d'une morale collective, avec Michelet que c'était avec le développement de l'éducation et de la démocratie que la situation pourrait s'améliorer. Avec Tocqueville, on a vu que c'est avec la création d'une république centralisée. Avec Gobineau, on verra que c'est avec la fabrication de monarchies régionales, toutes petites monarchies. Avec Jules Verne, il y a finalement émergence d'un homme providentiel qui va réussir à organiser l'ensemble. R. Schulz n'y arrive pas, mais le professeur Sarrazin, lui, y arrivera. Et lorsque R. Schulz disparaîtra, c'est Marcel, le jeune ouvrier devenu ingénieur, qui, par sa capacité, par son intelligence, arrivera à faire perdurer la cité de l'acier. Dans l'île mystérieuse, c'est l'ingénieur qui va prendre les rênes, mais pas simplement parce qu'il a le savoir, c'est parce que aussi il est d'une certaine façon l'homme providentiel. Et il y a une scène très intéressante dans laquelle il s'interroge et il se dit « et si je disparaissais ?» Et s'il disparaît, eh bien, il pense que ce sera le jeune enfant, Harbert, de 12 ans, qui lui succédera. Alors certes, parce que nous sommes sur des romans pour la jeunesse, et donc c'est bien que ce soit le jeune qui dirige, mais aussi parce qu'il sent en lui la vocation, la capacité, l'intelligence du chef. Donc il y a ce personnage majeur qui émerge et qui réorganise et qui échoue. Et c'est ça qui est très intéressant dans la pensée utopique de Jules Verne, c'est que le monde est fou. Donc on va créer ailleurs, ou contraint et forcé, après l'effondrement, on est contraint de reconstruire.
On tente de reconstruire au mieux, on est technologisé, donc la science et la technique nous aident à réorganiser la nature, mais quand on recrée le système social, on s'aperçoit que celui qui était serviteur reste serviteur, et qu'au bout du compte, ce qu'on a construit ne fonctionne pas mieux qu'avant. La conséquence, c'est que les constructions s'effondreront. Toutes les sociétés fabriquées par Jules Verne s'effondrent. À la fin de l'île mystérieuse, c'est un volcan qui entre en éruption, un bateau passe miraculeusement par là et on ramène tout le monde. Nemo explose avec son sous-marin, Robur disparaît, l'île des milliardaires coule. Toutes les tentatives de construction reviennent à la civilisation d'avant. Dans 2 ans de vacances, les enfants, parce que l'un est jaloux, hein, c'est le monde, c'est la violence, c'est l'appât de l'or, c'est la guerre, la jalousie, un des enfants largue les amarres, tout ce pensionnat de jeunes rambassons se trouve aéré sur la flotte, construisent quelque chose sur une île, puis à un moment donné, on les ramène, quoi. On les ramène à la civilisation. Donc la construction utopique n'est pas possible. On peut partir pour construire mieux, selon ce que voulait Fourier. On peut, comme Robinson, construire une société meilleure sur une île. On va y arriver parce qu'on a la science qui nous permet de maîtriser la nature, donc le matériel fonctionnera, mais l'humain, au bout du compte, se trouvera un être d'exception qui gouvernera, comme il pourra, vers une société qui, de fait, ne sera pas meilleure. Donc il y a chez Jules Verne une pensée politique profonde, très pessimiste, qui est pessimiste sur les sciences, qui est pessimiste sur la machine, qui est pessimiste sur la société. Certes, le 19e siècle, c'est une forme d'âge d'or de la science, de la machine et aussi de la société, parce qu'on expérimente des formes tout à fait nouvelles dans ces 3 domaines-là, science, machine et politique. Mais au bout du compte, les imperfections que cela produit, nous n'arrivons pas à les corriger, même quand nous repartons à zéro dans un monde vierge pour refabriquer quelque chose de neuf. Donc il y a chez Jules Verne une forme de conscience de l'indépassable 19e siècle. Nous sommes dans un monde qui connaît de très violentes transformations sociales, économiques, politiques, morales, mais ce qui en est le moteur ne nous permet pas de dépasser, d'aller au-delà de ce que nous avons fabriqué. La pensée est donc relativement négative. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pensée vernienne, cette pensée de Jules Verne, qui est pensée un monde nouveau que l'on va construire, elle s'appuie très directement sur la pensée de Fourier, elle s'appuie très directement sur les progrès des sciences et des techniques, elle s'appuie très directement sur un imaginaire à la Robinson Crusoe, elle s'appuie sur un imaginaire napoléonien aussi d'une certaine façon avec cet homme providentiel, mais elle n'aboutit pas du tout au même résultat que des pensées comme celle par exemple de Zola, qui sera donc ma vidéo suivante, Émile Zola qui part sur des bases fourriéristes, qui intègre la donnée scientifique de manière très très importante et qui obtient un résultat tout à fait autre. Pourquoi ? En particulier parce qu'il y a chez Zola une pensée raciale, une pensée de la génétique et de la race, qui obtient un résultat très particulier, qui n'apparaît quasiment pas chez Jules Verne, qui pourtant est un auteur colonialiste. L'inégalité des races, c'est une donnée chez Jules Verne qui relève de la civilisation, c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ont construit les Blancs et ce qu'ont construit les Asiatiques ou les Noirs, il y a des différences raciales. Bon. Mais cela n'interagit pas avec la construction d'une société
nouvelle et utopique, alors que ça interagit beaucoup chez Zola. Donc ils partent tous les deux sur des a priori philosophiques assez semblables. Ils intègrent les données du 19e siècle machinistes et scientifiques, mais ils n'aboutissent pas au même résultat parce qu'il y a des différences de sensibilité. Chez Jules Verne, l'homme providentiel s'appuiera sur la technique mais ne pourra pas la dépasser. Chez Zola, l'homme providentiel sera marqué par les races, la notion de race, et obtiendra des résultats qui, de ce fait, sont là aussi assez étranges. Quoi qu'il en soit donc, et pour terminer cette vidéo sur l'utopie chez Jules Verne, avec toujours cette même question de l'arrêt de la violence, de l'amélioration du monde et de l'intégration des données nouvelles qui sont celles des sciences et de la technique et de la politique, les auteurs produisent des œuvres qui, tout en analysant un même phénomène, produisent des résultats tout à fait différents et littéraires. Au revoir à tous.